C'est une étape juridique de plus dans les décisions qui touchent depuis des années l'opposant principal au régime de Niamey. Dans un arrêt de la Cour constitutionnelle du Niger, Ama Amadou se trouve frappé d'une condamnation emportant d'échéance et est, de ce fait, déchu de plein droit de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale, saisi par une requête du Parlement afin de constater la déchéance de son siège de député. La Cour constitutionnelle a répondu par l'affirmative. L'arrêt numéro 4 s'appuie ainsi sur la décision de mars 2017 de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui a déclaré coupable Ama Amadou, ainsi que celle de la Cour de cassation qui a confirmé la condamnation à 1 an d'emprisonnement ferme dans l'éternelle affaire dite de supposition de bébé. Il sera donc remplacé par son suppléant. Quelle lecture juridique faire de cette décision de la Cour constitutionnelle? Cet arrêt a-t-il des relents politiques? Ama Amadou, toujours candidat du Modenefa Lumana, peut-il nourrir le rêve de diriger le Niger à la suite de Mahamadou Issoufou ou même de briguer un autre mandat électif? Annoncé pour rentrer incessamment au Niger, Ama Amadou doit-il revoir son dessein au regard de cet arrêt? Le principal opposant n'est pas seul dans l'histoire. Il y a 2 mois de cela, l'ex-ministre Abdoulabo avait également perdu son siège après sa condamnation à 1 an d'emprisonnement ferme pour la même affaire de supposition d'enfant. Quelle est la position de son parti, le Modenefa Lumana? Niger, déchéance de son poste de député, Ama Amadou définitivement écarté de la course à la succession. C'est le thème retenu pour cette émission qui passe au crible les faits marquants de l'actualité sur le continent africain. Nos invités sont plus tardés, ce sera juste après ceci. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous rester fidèles sur ce plateau. Avec nous, Lamine Tissé, bonjour. Bonjour. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous, il est Kofidia, bonjour. Bonjour, Johannes. Juriste, vous êtes analyste politique, Lamine Tissé. Est-ce que c'est une décision qui est surprenante, selon vous? C'est un processus d'élimination et de liquidation d'un adversaire politique. Et c'est un processus qui s'appuie sur les institutions, les emprisonnements, la peur, la terreur, jusqu'à atteindre son objectif. Donc, ça ne surprend personne du tout. Alors, quelle portée juridique revêt une telle décision de la Cour constitutionnelle, Hilaire Kofidia? Et il serait difficile, voire impossible, selon les faits de l'espèce, de dissocier ou de séparer le droit de la politique, puisque tout porte à croire que l'exécutif a vassalisé l'Assemblée nationale, a fait main basse sur le judiciaire, et par conséquent, la Cour constitutionnelle nigérienne est aux ordres du président de la République, et comme il a dit, la décision de la Cour s'entend de ce qu'on tente d'exclure ou on tente d'influencer un opposant redoutable. Et sinon, comment comprendre que le supposé délit de trafic d'enfants qui a défreiné les chroniques depuis déjà bientôt 3 ans et pour lequel le supposé opposant aurait été condamné à 1 an et évacué vers la France pour raison de santé, et on n'est pas encore arrivé à ce jour à révéler les preuves de cette activité illégale et nous sortir le winkolum, c'est-à-dire le lien direct qui lie le trafic de bébés à l'opposant lui-même, puisque le juriste consulte allemand a dit la preuve est la rançon du droit. Avant que la Cour ne puisse se prononcer, il faudrait révéler les éléments de preuve à la face du public. Et ainsi, on pourra croire à la décision de la Cour qui est insusceptible de recours. Malheureusement, nos cours constitutionnelles africaines, à ce jour, sont aux ordres de l'exécutif. Et cette décision me semble être biaisée, ciblée. C'est une décision d'exclusion. Et malheureusement, nous ne sommes pas en présence de présidents démocrates. Et comme je m'entête à le dire, je ne chercherai jamais de le dire, à force de bousculer le droit, à force de tordre le cou au droit, on finira par faire appel à la violence. À preuve, le Nigérian de s'écrier Taïrou, la vie est trop courte. Dégagez, ça suffit.
Voilà, votre avis est clair. L'affaire dite de trafic de bébés est finalement un véritable serpent de mer qui empoisonne les ambitions du Hama Amadou. Quel est votre point de vue sur toute cette affaire qui n'en finit pas de défrayer la Non, moi je ne veux même pas analyser cette affaire-là. Parce que c'est la dictature. Tu sais, nos chefs d'État actuellement, ils s'habillent du boubou de la démocratie et ils utilisent les institutions de la République pour faire des coups d'État. C'est des coups d'État institutionnels. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans nos républiques une séparation de pouvoir. Le pouvoir exécutif instrumental contrôle le Parlement et contrôle le judiciaire et fait ce qu'il veut. En fait, je m'excuse du terme, c'est de la voyoucratie. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la voyoucratie que nous observons dans nos États. C'est devenu un phénomène de mode. Hein? C'est ce qui se passe au Sénégal également. Vous emprisonnez le potentiel candidat qui peut vous gagner. Vous instrumentalisez les institutions de la République pour dire que oui, c'est le droit qui a été dit. C'est-à-dire que c'est des pratiques moyenâgeuses. C'est comme si nous sommes en 1945, 50. Nos chefs d'État ne sont pas dans le processus de démocratisation. Ils sont gênés par le processus de démocratisation. Celui qui s'assoit, il se croit le plus fort et c'est moi qui dois être là. Si Mama Amadou n'était pas un candidat qui peut battre dès le premier tour ce président qui est là, vous pensez qu'il allait subir tous ces devoirs-là? Non, jamais du tout. Selon vous, donc, tout est lié, ce n'est pas... Mais c'est parce que c'est le candidat qui peut battre à pleine couture. Maintenant, le problème est que le processus, c'est de l'éliminer dans toute élection au Niger. C'est ce processus qui est enclenché. Hein? Et c'est ce qui va amener la violence. C'est ce qui va amener la violence. Je rappelle que nous n'appelons pas à l'insurrection sur ce plateau. plateau. Non, je n'appelle pas, mais on est en train d'alerter. C'est l'alerte que nous sommes en train de faire. Cette émission-là, Sika TV, est une émission de paix. C'est l'alerte. Dire, faites attention. Parce que je pense que celui qui est entouré de 4 murs ne sait pas ce qui se passe dehors. Mais le peuple nigérien avec qui nous vivons, nous savons qu'il y a une ébullition énorme au sein de cette population-là. Et il y a une tension. Et vous savez, tous les citoyens de l'Afrique s'identifient à ces populations-là qui souffrent par la mauvaise gouvernance, par, n'est-ce pas, le fait de torpiller la démocratie dans notre pays. Voilà, votre avis est sans doute partagé par Soumana Sanda. L'homme est député du Modène FA Lumana. Il a donné sa lecture de la situation. Nous allons suivre un extrait de ses propos recueillis pour vous par Abdul Karim Mahamadou, notre correspondant à Niamey. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas, disons, commenter ce que la Cour constitutionnelle a fait. Nous allons juste en substance vous dire quelques aspects ici même à l'Assemblée nationale, puisque le processus ayant abouti à la déchéance a commencé ici à l'Assemblée nationale à partir de la réunion du bureau du 6 juin, réunion au cours de laquelle nous avions eu à relever, disons, certaines entorses à la réglementation. Notamment, nous avons observé que pour la première fois, en pareille circonstance, c'est le greffier en chef de la Cour de cassation qui a saisi le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, malgré la séparation de pouvoir, nous avons constaté cette entorse que nous avons relevée au niveau de la réunion du bureau, alors même qu'un cas similaire avait été traité, en l'occurrence celui de Abdoulabo, sans que, effectivement, à l'époque, la Cour d'appel ait eu recours à une correspondance directement adressée au président de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi relevé que la notification qui a été faite au président de l'Assemblée nationale par la Cour de cassation, que l'intéressé, en l'occurrence Hama Amadou, n'a jamais eu notification de cet arrêt, ni d'ailleurs son avocat. Donc, alors même qu'il lui était loisible, une fois
cette notification, donc de demander à la Cour de cassation de se rétracter. C'est une sorte de farce politique, mais nous sommes engagés au niveau du modèle FA Lumana à opposer à ce pouvoir le seul langage qu'il comprend, à savoir le rapport de force. Tout simplement parce que nous n'allons pas donner le privilège au PNDS Tareya de choisir qui sera candidat contre lui en 2021. Nous avons désigné Hama et Inch'Allah, nous allons nous donner les moyens pour qu'il en soit ainsi. Hilaire Kofi Dia, est-ce que un greffier à la Cour de cassation peut se substituer à une instance aussi importante qu'une Assemblée nationale dans une république? Est-ce que vous croyez à cette sortie du député d'opposition? Non, je le crois, puisque la sortie est publique et il est député à l'Assemblée du Niger et il ne peut pas se permettre de servir du mensonge au peuple nigérien. Le député, c'est le porte-voix du peuple. Ici, il a bien dit, nous sommes en présence d'une procédure qui a été viciée par des agissements de couloir, le tout enrôlé par une stabilité et une subtilité diabolique. Et on sent nettement que la procédure juridique biaisée, c'est uniquement pour pouvoir choisir un candidat contre le président et celui qu'il pourrait battre. Mais là, de constater que dans un État qui se veut être de droit, ne pas utiliser l'instrument droit pour atteindre les objectifs escomptés, c'est surprenant et c'est qui plus est inquiétant. Je m'en arrête là pour le moment. Voilà. L'arrêt de la Cour, on le sait, la MINCIC est sans appel. L'arrêt s'est notamment appuyé sur l'article 147 du Code électoral qui stipule que tout député frappé par une condamnation emportant échéance est déchu de plein droit de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale. L'opposition parle d'un code électoral taillé sur mesure. Quel est votre avis? Oui, il y a beaucoup de tailleurs de constitution. Ça se passe au Sénégal, on en a aussi. Des gens qui taillent sur mesure, quoi. J'ai dit, c'est ce qu'on appelle le coup d'État institutionnel. C'est ce qui se passe. L'objectif, c'est d'éliminer le candidat potentiel. Tu sais, ça, c'est indiscutablement su par même celui qui ne fait pas la politique. On le sait. Tu sais, les mentalités des populations évoluent. 1960, c'est des choses qui se font dans les coulisses. On ne comprend pas les systèmes de gouvernance. Mais aujourd'hui, le peuple est réveillé. Les populations nigériennes, vous savez, c'est que le député, vient de dire, le calme avec lequel il le dit, mais c'est les mots qui m'intéressent. Les rapports de force. Nous allons lui opposer les rapports de force, ce qui veut dire que nos gouvernants là sont prêts à aller jusqu'à détruire le pays pour simplement... Mais c'est pas possible. C'est sans commentaire, la décision de la Cour là. On dit les textes sont là, tout est bien écrit, mais l'objectif est en train d'être déroulé. Il est quotidien. Non, il va de ce que nos dirigeants actuels ne savent pas jouir du pouvoir avec parcimonie. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la vieillesse d'Abraham ne l'a pas empêché d'avoir Isaac. Et le fait d'avoir emprisonné Joseph ne l'a pas empêché d'être Premier ministre. Et le fait d'avoir crucifié Jésus ne l'a pas empêché d'être ressuscité. Et comme quoi les hommes agissent, mais la nature nous observe. Et comme il a dit, c'est une question de rapport de force. Et ce qui est heureux, c'est que les sympathisants de Modène sont décidés et ils sont prêts à faire feu de tout bois pour faire entendre raison au pouvoir en place, et c'est à encourager et à soutenir. Sinon, on dirait que c'est une formule qui est actuellement en cours dans nos différents États africains. Aujourd'hui, moi je suis béninois et je suis en train d'analyser une actualité politique nigérienne, mais dans mon propre pays, le code électoral est taillé sur mesure, demandant aux citoyens béninois de rester dans son pays de façon continue.
comme s'il n'a pas d'activité ou comme s'il dispose plus de sa liberté d'aller et venir. Liberté d'aller et venir consacrée par la loi fondamentale, la loi suprême de l'État. Et on se demande, mais où va le pays? Et ces dirigeants-là nous amènent où? Qu'est-ce que le pouvoir apporte d'extraordinaire qui puisse modifier ainsi ou changer complètement un homme que l'on a hier adulé? Qu'est-ce qui peut amener un homme à devenir fondamentalement un loup pour son propre peuple? Alors que le devoir sacro-saint d'un président d'une république, c'est de protéger le citoyen, c'est de faire en sorte que le panier de la ménagère soit amélioré, donc aboni. Au lieu de s'occuper des questions de développement, on s'occupe des questions de ruse et de rage, on s'occupe des questions de comment faire pour écarter tel et tel. On fausse le jeu de la compétition, parce que je n'ai jamais vu sous un ciel ouvert une compétition organisée de façon unilatérale. Mais tous les écrits juridiques l'attestent. On ne veut pas d'un adversaire. Et pour ce faire, on va fouiller, on sort de tel comme un champignon, un dossier, une affaire, on lui colle, on polie son image, on s'en fout, on fonce droit dans le mur. Comme si le pouvoir était éternel. Comme l'a dit Elijah Jawi, rien sur cette terre n'est éternel. Tout est éphémère. On a vu Kérékou, il a fait pire, il est passé. On a vu Yahi Boni, il est passé. On a vu Soglo, il est passé. Tanou aussi passera. Et le président nigérien aussi passera. Non, un peu de mesure. Un peu de mesure. Voilà. Vraiment. Lamine Cissé, aujourd'hui, est-ce que l'objectif, c'est 2021 ? Parce qu'on sait que le président n'est pas candidat. En tout cas, il a assuré, il a encore répété récemment, lors de sa dernière sortie à Paris, reçu en grande pompe par le président Macron, il a assuré, il est démocrate, il va quitter le pouvoir en 2020. Ça me fait rire, il est démocrate. Oui. Vous savez, c'est comme ça ils font. Hein. Je vais mettre mon poulain à ma place pour assurer mes arrières. Parce que quand vous gouvernez d'une manière désastreuse, d'une manière catastrophique, en stigmatisant, en instrumentalisant les appareils d'État, en laissant les gens dans la corruption. Au moins, lorsque vous êtes prêt à partir, vous vous assurez que celui qui va vous remplacer va assurer votre arrière. C'est cette gymnastique démocratique qui amène à ces gens-là à écarter le candidat. Celui-là, c'est celui-là qui peut me remplacer. Parce que je vous avoue que si Issoufou n'avait pas bâillonné Ama, il n'aurait même pas été élu président de la République. Son deuxième mandat, il ne l'aurait pas. Malgré tout ça, là, il a combien de députés à l'Assemblée nationale? Malgré toute la stigme, tout l'appareil d'État contre ce monsieur-là. C'est ça la réalité. Alors, il a parlé en tant que Béninois. En tant que Sénégalais, nous avons des similitudes. Il y a la loi de parrainage qui aussi, dans sa composition, élimine les candidats potentiels. Une loi qui a été promulguée récemment. Voilà, c'est le président de la République maintenant qui doit choisir avec l'appareil d'État qui sera mon candidat. C'est-à-dire que c'est le cycle de la violence qu'il crée dans nos pays. Et vous savez, c'est parce que... Et puis, ils bombent la poitrine qu'ils sont populaires. Mon mandat, tout le monde sait que j'ai travaillé le mieux. Mais faites le jeu, l'ouverture démocratique, ne détournez pas le suffrage du peuple. Et ça, c'est un hold-up électoral, c'est du vol électoral. Et celui qui vole le suffrage du peuple, tout ce que vous faisiez dans la gouvernance, vous êtes en train de voler. Alors, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir au sommet de l'État des voleurs de la République qui se disent qu'ils utilisent la justice pour instrumentaliser des honnêtes personnes. Le peuple est en éveil. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrête. Ce qui se passe au Niger, on ne trompe personne. Les 95 des populations africaines savent que ce gouvernement-là est un gouvernement d'abord impérialiste. Je pèse bien mon mot, hein, impérialiste, parce qu'on l'applaudit en France là-bas. Et il a fait quoi pour l'applaudir? On l'applaudit alors que le peuple est bâillonné. C'est un paradoxe. Et tant que nous ne départissons pas de ces gouvernants, de ces chefs qui nous gouvernent par la volonté de l'autre, de ces chefs qui gouvernent avec la dictature et instaurer la gouvernance par le peuple et pour l'intérêt du peuple,
c'est comme ça que le pays va avancer. Nous ne sommes pas très loin de la vague de la violence à laquelle on a assisté dans les pays maghrébins. Libye, Tunisie, la révolte du peuple, on ne veut plus du président et tout ça. Voilà ce à quoi risquent de nous conduire tous ces agissements constatés ça et là, aussi bien au Bénin, à Dakar, en Côte d'Ivoire, et qui pisait aujourd'hui au Niger, qui est un pays désertique, fondamentalement pauvre, et pour lequel on devrait penser le développement, et on laisse de côté, on s'en prend à un homme qui pourrait être utile à son peuple. Pourquoi aujourd'hui chercher coûte que coûte à exclure Amadou? Simplement parce que c'est l'homme qu'il faut pour le peuple. C'est l'homme qu'il faut pour le peuple. Il y a beaucoup de gens derrière lui. Et la population nigérienne est montée dans la rue et a exprimé son mécontentement par rapport au traitement à lui accordé. Et c'est ce que le peuple veut, qu'on veut priver du peuple de ce qu'il veut. Ainsi, comme il le dit si bien, nous ne sommes plus en présence de démocrates, parce que la démocratie, je l'ai souvent dit, c'est le démos et le kratos. Et quand vous séparez les deux, ou quand vous tournez le dos à ce principe sacro-saint, il va de ce que nous n'appelons pas la violence, mais la violence viendra tout simplement et naturellement s'installer. C'est pourquoi on tente de le dire. Revenez à la première identité de l'homme, l'humilité, l'intégrité, la vérité. Revenez à la copie du serment que vous avez prêté. Le je le jure aujourd'hui ne veut plus rien dire pour le politique. Le je le jure, les serments prêtés ne dit plus rien du tout. La preuve, tu viens d'en faire une démonstration. À peine, on est président d'une cour constitutionnelle il y a 3 jours, que déjà dans mon pays, on trouve déjà des lois scélérates, on trouve déjà des lois liberticides, on fait déjà des revirements jurisprudentiels. Non, je ne veux pas croire que c'est au nom d'une gloutonnerie politique ou au nom d'une... Non, je ne veux pas croire ça, puisqu'ils sont déjà rassasiés. Ils ont le ventre suffisamment gros comme une femme enceinte. Ils sont déjà rassasiés. Et ils ont des véhicules qu'ils n'ont jamais rêvé conduire. Ils sont déjà rassasiés. Ils ont déjà érigé des maisons d'une ampleur incommensurable. Ils sont déjà rassasiés. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi se battre pour quelque chose que l'on ne peut pas emporter dans l'au-delà? Avons-nous vraiment élu des hommes ou nous avons élu des animaux? Toute la question est là. Prions pour que sur nos continents, sur notre terre, nous ayons dorénavant des hommes de qualité et non des hommes d'ambition démesurée, portant des boubous ou des habits de diable, trouvant autour d'eux des ayatollahs de la communication, des foufouzélas de la communication, pour nous faire croire qu'ils sont dans la vérité. Mais je m'arrête là en une seconde, parce que ce qu'il dit est extrêmement important. Le problème est que, c'est vrai, nous avons des dirigeants qui ne sont même pas des croyants. Je dis des, je n'ai pas dit les dirigeants, je dis des. Des, ça veut dire c'est pas global. J'ai dit nous avons des dirigeants, la grande majorité, qui ne croient même pas à Dieu. Ils s'en foutent de la vie ou de la mort. Beaucoup de gens prennent le boubou, ils vont dans les mosquées à la Kouba, ils ne croient à rien du tout. D'autres vont à l'église, ils ne croient à rien du tout. Parce que ce qui se pose est que si vous croyez en Dieu, en réalité, c'est l'être humain que vous respectez et vous adorez. Vous n'allez jamais faire souffrir une personne comme vous. C'est pas possible. Et vous n'allez pas... Parce que je vous ai dit ici sur le plateau que Dieu même est un démocrate. Il a donné un espace de liberté à Satan pour s'opposer, pour l'opposer. Mais parce que cette dualité-là permet l'éclosion de la lumière. Parce que s'il n'y avait pas Satan là, s'il n'y avait pas le mal, est-ce que nous allons connaître le bien? C'est justement ça. Mais c'est cette dualité qui nous permet, n'est-ce pas, d'être en éveil et de voir le chemin le plus droit. Je vous ai plus de ténèbres vers la lumière. Il faut que les ténèbres existent pour que la lumière se valorise. Maintenant, le problème qui se pose fondamentalement, nos croyants là, tu les vois à l'église ou dans les mosquées là, ils ne croient à rien du tout. Parce que la première croyance, c'est aimer son prochain. Tant que vous n'aimez pas la créature de Dieu, son prochain, c'est que vous ignorez Dieu. Donc voilà, votre avis est clair. Pourquoi écarter Hilaire Kofi-Dia, un opposant, alors que soi-même, on n'est pas candidat à cette élection qui vient? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des signaux qui montrent que le président pourrait, pourquoi pas, d'ici les prochains mois ou la prochaine année, décider de modifier la constitution nigérienne? Est-ce qu'il y a des signaux qui aujourd'hui permettent de penser cela plutôt que de se dire le président il finira son mandat et il va partir comme il l'a assuré récemment à Paris? Soit l'on a un dauphin tapis dans l'ombre que l'on veut sortir aux dernières heures,
soit on attend de modifier, et avant de modifier, on attend d'avoir le soutien de ceux qui peuvent accompagner cette modification avant de pouvoir changer les propos ou la direction de son pouvoir. Pour l'heure, il a dit, je ne suis candidat, je ne serai pas candidat. Je n'y crois pas, puisque la plupart des hommes politiques africains le disent, mais ne le respectent pas. Il va falloir attendre et constater qu'il n'est pas candidat. Je n'y crois pas du tout. Voilà. Lamine Cissé, 2 jeunes militants de la société civile qui ont appelé le président Issoufou Mahamadou à rester au pouvoir au-delà de son second mandat ont été poursuivis, ont été jugés, notamment à Zender. Et c'est clairement illustratif de ce que personne ne peut tolérer, le fait de tordre le cou à la Constitution. Le ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur, l'a rappelé. La Constitution, elle est inviolable au Niger. D'accord, merci beaucoup. La Constitution est inviolable parce qu'en fait, il n'y a pas d'échappatoire pour Youssoufou de faire un 3e mandat. Il va mettre, c'est-à-dire que l'huile est suffisamment sur le feu. Il ne peut pas mettre encore de l'essence sur ce même feu-là. C'est pas possible. Et je crois que ça, c'est de la gymnastique communicationnelle. C'est pour tromper l'opinion. Ce qu'ils sont en train de faire est pire que ça. Ce que moi je demande c'est d'ouvrir les espaces de liberté aux partis politiques, à la société civile. Il y a combien d'acteurs de la société civile en prison? Il y a combien d'acteurs politiques en prison? Plusieurs. Pourquoi? Pour quelles raisons? Je crois qu'il faut que les gens osent parler. La liberté d'expression. Il y a un journaliste qu'on a expulsé parce que tout simplement il a parlé. Ils l'ont expulsé vers le Mali, alors il est né au Niger, il a la nationalité nigérienne. C'est du jamais vu. Dans un régime aussi policier et aussi répressif, alors un président de la République, il dit je ne peux pas être candidat. D'accord, il ne peut pas être candidat. Mais il travaille de telle sorte que il ne sera pas candidat, mais il est candidat. Comment donc? Mais il met son dauphin, la personne dont il a confiance. Il s'assure que c'est cette personne-là qui va gagner les élections. Pour qu'il y ait la continuité, c'est tout. Mais on a vu, par exemple, en Angola, je ne vous arrache pas la parole, où le dauphin désigné, pour qui tout le parti a travaillé, est venu et a commencé à faire le ménage. Mais il a emprisonné plusieurs des membres de la famille de l'ancien président. Oui, mais attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas comparaître le contexte angolais avec ce qui se passe ici. Nous sommes dans l'environnement sociopolitique français avec la diplomatie française. Eux, ils ont mené une guerre de libération pendant des années, ils se sont battus. C'est des gens qui s'en foutent de ces diplomaties-là. Eux, ils sont concrets. Je comprends leur mentalité. Lui, il ne se reproche à rien en venant au pouvoir parce qu'il l'a mérité là où la place il est. Parce que qu'est-ce que le président partant a fait qu'il n'a pas fait? Donc, ils se sont sacrifiés tous ensemble. Ok, c'est comme au Zimbabwe, celui qui a remplacé Mugabe. Mais c'est des combattants de lutte de longue date. C'est comme en Afrique du Sud. Ce n'est pas le même contexte. Nous sommes restés dans le papier et les bics ici, là, vers chez nous, là. N'est-ce pas, vers la diplomatie dictatoriale, diplomate. On est les plus démocrates, on spoilue, on pille nos populations, on tripatouille nos constitutions, on pense que c'est ça, gouverner, c'est ça le développement. Nous sommes dans cette gymnastique-là. Donc, Maman, il sera très difficile qu'il mette un dauphin à sa place parce que c'est un système huilé dans tous les rouages. Parce qu'il faut contrôler l'Assemblée, il faut contrôler la justice, il faut avoir un président et avoir sa base et éliminer les potentiels candidats. Donc celui qui va s'asseoir, il est obligé de faire ce que le système lui demande de faire. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que selon vous, le président n'offre pas quand même assez de garanties pour croire que ses propos seront vrais ou vérifiés? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité aujourd'hui pour le Nigérien lambda de croire à l'alternance pour 2021, que ce soit avec la personne du chef de file de l'opposition ou que ce soit avec un autre opposant? Est-ce que les paradigmes ne peuvent pas encore être bousculés, être changés? Il est Kofi Dia. Non, le Nigérien lambda peut croire à l'alternance au Niger s'il le veut, encore que la croyance est plus visible et lisible à l'église. Mais avec un vandalisme procédural comme ils le font,
toutes les suspicions sont permises. Parce qu'aujourd'hui, les mois et l'incompréhension se sont installés au Niger à travers les agissements des uns et des autres. Sinon, comment comprendre que je suis à la fin de mon deuxième mandat, je m'en vais? Pourquoi alors tous ces agissements? Pourquoi traquer l'opposant? Pourquoi réduire au silence les leaders de la société civile? Pourquoi conduire en exil les citoyens de son propre pays, hein? Le commandement le plus puissant, c'est aime ton prochain comme toi-même. Nous sommes dans un pays musulman où on prie 5 fois par jour. Quelle est à la portée le nombre de fois que l'on prie 5 fois par jour? Quelle est à la portée du nombre de fois que l'on prie? Moi, je pensais que le nombre de fois que l'on prie atteste ce que l'on est plus pieux. Mais c'est faux. Regardez la démocratie comme les États-Unis. Combien de fois a-t-on touché à la Constitution des États-Unis? Et quel mandat? 4 ans seulement, renouvelé une seule fois. Pourquoi ne peut-on pas pasticher ce qui est bon? Pourquoi ne peut-on pas copier ce qui est bon? Aujourd'hui, les États africains doivent se tourner vers les États-Unis. La France veut être à l'image des États-Unis. Nous regardons derrière, au lieu de regarder devant. La France regarde derrière. Regardez, tous ces États qui aujourd'hui ont des problèmes de gouvernance, et des États qui ont été colonisés par la France. Et excepté quelques États anglophones. Regardez le niveau de développement des États africains anglophones, le niveau de développement des États africains francophones. Quand allons-nous finalement couper le cordon ombilical? Parce que tous ces mots que nous dénonçons aujourd'hui ont un seul responsable tapis dans l'ombre. C'est le fait d'aller après marcher sur des tapis rouges et lécher le bord à la France qui leur dit la conduite à tenir. Absolument. La main qui donne, c'est la main, c'est celle qui dirige. Exact. Voilà, Mais il faut pas aller très loin. Hein. Prenez l'exemple du Ghana ici. Hein. C'est une référence. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis. Le Ghana a donné une leçon. Mais voilà. Ils donnent les leçons de démocratie et d'humilité. Voilà. Nous sommes fiers de ce pays-là. Rawlings a mis les fondements d'une démocratisation et le peuple ghanéen est un peuple fortement engagé dans ce processus-là et les gouvernants ne peuvent rien faire. L'alternance se fait dans la paix et dans la transparence. Il n'y a pas de tripatouillage. Non, ça ne peut pas se faire au Ghana. Voilà. Nous sommes dans les gymnastiques dictatoriales, quoi. Bana Ibrahim, il est membre de l'organisation des jeunes du Modène FA Lumana. Il estime que même selon les tests en vigueur aujourd'hui, le leader du parti sera candidat. Nous allons suivre toujours avec la complicité de la régie et de notre correspondant au Niger un extrait de ses propos. La lecture que nous avons de ce carré, c'est que, tel que le président Hamad avait annoncé à ses militants, le plan a commencé à être mis en exécution. Et comme il leur a promis également, ce plan, il échouera. Il échouera pour 2 raisons fondamentales. C'est que la Cour constitutionnelle elle-même a déjà, dans un arrêt en 2017, lorsqu'il s'était agi d'examiner le code électoral, a rendu un arrêt dans lequel la Cour avait rappelé que la condamnation par contumace, qui est le cas aujourd'hui de Hama Amadou, puisque Hama Amadou à aucune étape de la procédure, que ce soit à la police judiciaire ou au niveau de l'ensemble des procès, Hama Amadou n'a jamais été présent. Donc, la loi de notre pays, qui est un peu universelle d'ailleurs, prévoit que lorsque tu n'es pas dans le pays et que tu es jugé par défaut, le jour, cette décision ne peut jamais être considérée comme définitive. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt, ce n'est pas une prétention pour nous de commenter cet arrêt, mais nous avons une lecture politique. Et cette lecture politique, c'est de dire à Issouf Mahamadou et à son clan que leur complot visant à empêcher la candidature de Hama trouvera sur son chemin des dizaines, des centaines de milliers de militants du Modène FA Lumana déterminés à se battre, à inverser les rapports de force et à imposer à Gouri des élections démocratiques, libres et inclusives avec la candidature de Hama. L'avis du juriste sur cette sortie. Oui, il a tout dit. Il existe déjà une jurisprudence qui pourrait servir d'état, donc d'appui pour l'idée qu'évoque l'opposition, comme quoi on ne pourra pas écarter Amadou
Amadou. Vous voyez, donc, il serait difficile de tordre le cou à la loi, puisque la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux. Donc, si ce document existe vraiment, ils peuvent alors s'en inspirer pour pouvoir et faire passer leur message. Mais tout porte à croire que Mamadou Issoufou et son clan sont dans de la méchanceté, du très méchant. Ils sont aux confins de l'amateurisme, de la négligence candide, de l'angoisse médiatique. Ils sont là en train de faire un foutrou que Niger ne mérite pas ça aujourd'hui. J'y suis allé bientôt 1 an, mais franchement, il y a du boulot. Ne serait-ce que et dans ce que je pourrais appeler la salubrité de la ville centrale, il y a du boulot, il y a à faire. Que nos États se concentrent sur le développement du pays au lieu que de nous distraire avec des philosophies d'exclusion, d'éviction des probables citoyens susceptibles de porter le flambeau de leur pays un peu plus loin. Voilà. Ancien Premier ministre et ex-président du Parlement, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, excusez du peu, homme politique. Est-ce que l'homme politique aujourd'hui peut avoir une autre carte dans cette paire de manches qui l'oppose au régime? Issoufou Mahamadou. Moi, franchement, quand j'ai écouté tout à l'heure là, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est-à-dire que je serai un homme heureux quand je verrai au Niger, que ce soit au Bénin ou au Sénégal, que je vois le pouvoir, n'est-ce pas, tendre la main à l'opposition. Parce que l'opposition, c'est pas des ennemis, c'est des hommes et des femmes du pays qui font partie intégrante de la nation. Et on opte un système d'exclusion. Quand je verrai cela se tendre la main, discuter entre frères et sœurs, quand je verrai cela dire que c'est le Niger, ou c'est le Bénin, ou c'est le Sénégal qui est en jeu, venez, rassemblons-nous autour d'une table et discutons sans animosité, sans dire que l'autre est ennemi. Je serai un homme très heureux. Je serai que l'Afrique va aller en avant. Maintenant, dans cette situation-là, c'est le rapport de force. Il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'on vous pousse à aller vers les rapports de force. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Quels que soient les candidats, il y a des codes qui sont taillés sur mesure, il y a des lois. Jusqu'aux élections prochaines, ils chercheront à tripatouiller la Constitution pour continuer à éliminer de potentiels candidats. C'est ce qui est dommage. Voilà, lors d'une récente mission de l'OIF au Niger, l'opposition a fait état de griefs qu'elle avait contre le régime, mais réaffirmé sa disponibilité à discuter. Nous allons suivre le porte-parole du Front patriotique nigérien. C'est la dernière coalition née de l'opposition nigérienne. Nous avons essentiellement évoqué la question électorale, où le principal problème réside dans le code électoral. Et nous avons expliqué à nos amis de l'OIF qu'il y a un sérieux problème de consensus à ce niveau et les fronts patriotiques rejettent dans sa forme actuelle le code électoral et donc partant de la CENI actuelle. La question est tellement importante, les élections futures seront un immense défi pour ces pays que toute volonté, qu'elle vienne de l'intérieur du pays ou de l'extérieur, nous ne pouvons que l'accueillir. Et ici, nous offrons en quelque sorte une chance à cette médiation pour qu'elle tente en tout cas de réunir ce qu'il est très difficile de réunir parce que, comme nous l'avons toujours dit, il y a un langage des sourds. L'OIF s'engage déjà à répertorier tous les points de vue et les amendements nécessaires. Il ne s'agit pas seulement de contester une loi électorale, il faut proposer quelque chose. C'est ce que nous avons fait, nous sommes prêts à transmettre un document article par article à l'OIF d'ici 3 jours. Nous pensons que, et là aussi nous l'avons évoqué, il ne faut pas qu'on traîne des mois et qu'après on se retrouve devant une impasse juridique au niveau des délais électoraux. Donc nous avons dit à l'OIF de tenir compte de cela. Nous sommes déjà prêts parce que si quelqu'un va dire qu'il a besoin du temps encore pour faire des propositions au niveau du code électoral, c'est que cette personne n'a pas vraiment vu ou lu ces documents qui datent maintenant depuis d'une année. Donc où tout le monde est prêt et on gagne du temps, où on va vers les pièges vers lesquels ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir veulent amener le Niger.
Nous devrons peut-être rappeler que, contacté par notre correspondant sur place, la majorité présidentielle n'a pas souhaité réagir à un certain nombre de propos, notamment les ennuis judiciaires du chef de file de l'opposition, Mahamadou Ilek Oufidja. Je voudrais vous demander, aujourd'hui, l'opposition est peut-être en dispersée. On a jusqu'à 6 différentes coalitions d'opposition au Niger. Est-ce que c'est la vitalité de la démocratie, ou bien on ne devrait pas plutôt s'accorder et s'entendre et tirer tous dans le même sens? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'une opposition désorganisée, une opposition dispersée n'est pas un avantage. Et puisque le fait, pour mieux écrire un nouveau chapitre de la vie politique au Niger, du moment où le gouvernement dispose des moyens de l'État, qui sont d'ailleurs colossaux et constituent un bloc, c'est mieux pour l'opposition d'enterrer les querelles intestines et de se regrouper autour d'un homme qui puisse les représenter valablement. Et ainsi, la lutte sera plus âpre et plus visible. La médiation, elle est à féliciter, elle est à louer, et elle me fait penser à une idée. Pourquoi ne pas prendre un code électoral qui puisse recevoir l'approbation de tous les États africains? Puisque nous parlons de l'Union africaine, de la CEDEAO, pourquoi de l'UEMOA et tout ça, pourquoi ne pas s'asseoir et rédiger un code électoral taillé sur les objectifs et les aspirations des pays africains et qui puisse être applicable dans tous les États africains? Exact. Pour que les uns et les autres ne cessent de s'agiter, puisque la CEDEAO ont montré les limites, dans la mesure où nous sommes en présence de dirigeants qui sont pour le respect de la Constitution, d'autres qui sont pour le dialogue après la violation de la Constitution, d'autres encore qui veulent un 3e et 4e mandat, d'autres encore qui tentent de proroger. Donc, cette dichotomie de dirigeants ne peuvent pas céder à quelque chose qui puisse accrocher le développement du pays. Donc, ces institutions, c'est des institutions de façade. Voilà. Moi, je félicite un peu. Je vois Robert Doussou, qui est un homme redoutablement expérimenté. Et il est lié à la Conférence nationale des forces vives de la nation. Au Bénin, ancien président de la Cour constitutionnelle béninoise aussi. Qui a beaucoup contribué. Je crois que les experts béninois ont beaucoup à donner. Parce que le Bénin, sur le plan du parcours, est un modèle. Je ne suis pas en train de le contextualiser. Je dis sur le plan du parcours est un modèle. Alors, mais ce que je suis en train de dire, vous savez, quand on parle de l'opposition 6 coalitions, la stratégie, elle est très bonne. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir la même plateforme d'action. Mais que chaque coalition aille puiser dans son électorat pour minoriser au deuxième tour. Si vous ne le faites pas, vous prenez un seul candidat pour ces 6 coalitions, il y aura de la débandade. Parce que celui qui est dans l'autre coalition n'est peut-être pas le candidat que vous avez choisi, va le décourager. Chacun choisit son candidat. Quand vous avez 6 coalitions et chaque coalition a un candidat, c'est beaucoup plus effectif. C'est ce qui s'est passé au Bénin ici, vous vous rappelez. Vous savez, Lionel Gensus. Oui, mais ça a conduit à une trahison. Ça a conduit à de l'immoralité. Ça a conduit à l'absence d'éthique en politique. C'est vous ne pouvez pas tourner dos à celui qui vous a aidé à aller au pouvoir. Est-ce que souvent, la le partage du gâteau, coalitions d'opposition ne sont pas des coalitions? Il vaut mieux concentrer. On a vu, laissez-moi finir la ici, on a vu la coalition qui a accompagné la candidature de Mahamadou. Aujourd'hui, il y a un parti qui est confortablement installé dans la mouvance présidentielle aux côtés du président Mahamadou Issoufou, alors que d'autres sont toujours restés dans l'opposition. Est-ce que ce n'est pas plutôt de grands blocs avec des idées claires qu'il faut avoir, plutôt que ce type de coalition disparate parce que la dernière coalition, celui qui est en train de la conduire n'est rien d'autre que l'ancien ministre des Affaires étrangères qui a été évincé du régime, Ibrahima Yacouba, qui est parti il y a quelques mois. Aujourd'hui, il est chef de file d'une plateforme d'opposition. Il tire à boulet rouge sur le régime. Qu'est-ce qui prouve que demain, quand il aura, pourquoi pas, ses avantages encore avec le régime, il ne retournera pas sa veste? Voilà, c'est-à-dire que vous êtes dans ce qu'on appelle, dans des effets d'entraînement. C'est-à-dire que je suis en train de parler un peu de la réelle politique. Ce que vous dites, c'est l'idéal. Mais je parle de la réelle politique. Qu'est-ce qui peut faire perdre un chef d'État? C'est ça. Parce que le politicien, sa stratégie, c'est pourquoi je parle de plateforme d'action.
quand je parle de plateforme d'action, vous entendez sur, je ne dis pas des coalitions autour des plateformes occasionnelles, mais des plateformes, même au-delà des élections, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cela soit ficelé. Mais pour la réalité, s'ils forment ces 6 blocs-là, prennent un seul candidat, ils vont être battus dès le premier tour. Parce qu'en fait, sur le plan politique pratique sur le terrain, ça ne peut pas produire. C'est-à-dire qu'il faut que chacun a puisé dans son électorat pour minoriser le seul candidat contre tous ces 6-là. C'est ce qui marche partout ailleurs. Ce qui marche partout ailleurs, il ne faut pas changer. Maintenant, les leçons qu'il faut tirer, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà. À partir de ce que nous avons vu au Bénin, ailleurs, il y a la débandade, la transhumance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sécuriser, n'est-ce pas, ces coalitions autour d'une plateforme d'action. Voilà. Vous êtes Lamine Cissé, vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Hilaire Kofidia, vous êtes juriste, analyste politique. Messieurs, le thème du jour était Niger, déchéance de son poste de député. Amamadou, définitivement écarté de la course à la succession. C'était un questionnement. Vos avis ont été parfois, je dirais, opposés. Parfois, vous aviez eu les mêmes avis. Messieurs, merci d'avoir été de cette émission. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à Sika. À très bientôt pour un nouveau numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.